written rules in comics continuity. And then where the personal side came was when I started putting the pieces together, like her father's a police officer and she's keeping a secret from her father, and my brother is a district attorney, and I feel very conflicted about his relationship as part of the justice system. Right. So the things that she's examining and having him examining her have very much to do with my relationship with what my brother does. And then even further than that, the next realm of it was that I knew I wanted to work with the artists, Robbie and Rico, on it. And I wanted to find something that would excite them. And I'd known them for a very long time, and I realized like the thing that we all had in common was that we have very passionate about music. So all those things went into the pot. En fait, ça a démarré, Spider-Man, ça a démarré comme une mission. En fait, voilà. C'est-à-dire, il fallait faire un personnage araignée. Et sur un épisode unique. Ouais. Et donc, à partir de là, j'ai mis au défi toutes les. Voilà, j'ai repris et en quelque sorte rejeté toutes les notions préconçues que j'avais. Voilà, déjà une histoire de Spider-Man, ça doit pas être light, ça doit être sombre, ça doit pas être fun du tout. Ensuite, Gwen Stacy est morte, elle doit le rester. Bon, voilà. Donc à partir du moment où ça a déjà ces éléments de la mythologie qui paraissaient vraiment fermement implantés, je les ai secoués, je les ai mis de côté. Ensuite, il y a un côté, encore une fois, la touche personnelle, c'est que Gwen Stacy, son père est un policier, elle a des secrets vis-à-vis de lui, donc quelqu'un qui représente le département de la justice. Et moi, en fait, mon frère est district attorney, c'est-à-dire procureur, si vous voulez, en équivalence. Et j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il fait. Voilà. Et donc, forcément, ses relations envers son père étaient en quelque sorte du miroir de mes relations avec mon frère. Donc, forcément, il y avait cette part de personnalité dedans. Ensuite, la dernière chose, c'était par rapport à Robbie Rico, les dessinateurs sur le Spider-Gwen, c'est que je voulais les surprendre. Et je voulais en même temps qu'on a un amour commun qui est la musique. Et donc, voilà. Et en fait, le Spider-Gwen, c'est une sorte de. Voilà, j'ai mis tous ces éléments dans le pot, j'ai mis tout ça dans le chaudron, j'ai tourné, et voilà, et c'est ce qui donne en fait cette BD. C'est devenu un succès inattendu. Je crois que le premier numéro a été commandé à, je ne sais plus si c'est 120 000 ou 200 000 même exemplaires au moment des précommandes, avant même qu'il soit sorti. For Spider-Gwen, you know? Number one, it was 300. Voilà. C'était 120 000 plus le 200 000. Ah, ok, 300 000, ouais. Et donc, du coup, cette petite mission sans enjeu a débouché sur une série illimitée sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Et quelque part, est-ce que ça n'a pas changé la donne? Est-ce qu'il n'avait pas beaucoup plus de liberté créative quand il s'agissait de cette simple mission au début pour laquelle personne n'attendait grand-chose? Et maintenant que c'est devenu une licence, est-ce qu'il est aussi libre? Well, when you started on it, it was this assignment for one, and so you had a lot of creative freedom because, let's say maybe more creative freedom at the time because nobody was expecting anything of it. And when it had this overnight success and that it became a full license and it's a whole series, did that change anything? Or suddenly because the stakes were higher, did that change anything? It changes things by degrees. Like incrementally. Obviously, I mean, I think it changes. Marvel's been very willing to let us sort of run. I think, any sort of discussions about like managing a brand or whatever are very personal between me and my editor. They're very rarely ever any sort of like, there's never been a memo from Marvel that says go to this direction or go that direction. But you do start to become sort of a centerpiece of, new initiatives. So, like, fortunately we've been able to sort of
make hay with, or make the most of a lot of these situations where, like, you know, something that might be a commercial decision, which would be like, oh well, since Gwen is popular, it would be very nice to see her like occasionally interact with, you know, the other Marvel characters. Uh, Fortunately for us, like in her very first issue, there's a device that allows her to meet other characters. So it's not like we had to like shoehorn in that idea. It was there from the start. Right. So like a lot of the commercial concerns have already been addressed, and Marvel seems to be the one thing that is Marvel's very good at is that if something is successful, they'll allow it to run, Right. which is not always the case in mainstream. Et effectivement, ce qui n'est pas souvent le cas dans les comics mainstream et que Marvel fait très bien, c'est qu'une fois qu'un comics a du succès, ils vont le laisser un petit peu courir, ils vont le laisser se développer. Et là, en fait, effectivement, il y a parfois des contraintes qui arrivent, mais plutôt par degrés, progressivement. Et là, en l'occurrence, il n'y a jamais eu de mémo de la part de Marvel en disant voilà comment vous devez gérer la licence, comme on gérerait une marque ou autre chose. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça d'aussi fixe. C'est certain qu'il y a eu des décisions commerciales parce que évidemment quand un bouquin comme ça est un succès chez Marvel, on essaye de le rattacher à tout l'univers Marvel. Et il y a eu effectivement, lorsque le succès est arrivé, des envies, voilà, et si Gwen rencontrait d'autres personnages. Alors ce qui était bien, c'est qu'on avait en fait déjà prévu le cas, et que déjà dans l'épisode numéro 1, il y avait déjà un appareil qui permettait à Gwen de faire ça. Donc c'était déjà ce qui fait que c'était pas l'analogie utilisée était celle d'un chausse-pied. Voilà, on n'était pas obligé de forcer pour que ça se passe. Maintenant, jusqu'ici, en tout cas les décisions commerciales on a trouvé des stratégies pour que ça fonctionne sans dénaturer le bouquin le moins du monde, et donc il y a une certaine liberté quand même, on le sent encore. Des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien dans les comics que dans la bande dessinée européenne, on en a entendu parler encore dernièrement, il y a beaucoup de questionnements sur la place de la femme et la représentation de la femme. Donc est-ce que finalement s'aventurer à produire un personnage qui est de facto une des super-héroïnes les plus populaires de Marvel, ça n'est pas un terrain piégé? Recently, on both sides of the Atlantic, there's been a big focus on the place and representation of women in comic books. And the fact of actually, well, now taking care of one of the most popular superheroes of Marvel, does that add extra pressure, and can it be a trap in certain ways? Can it be lead up to negative consequences or not? I'm very mindful of the fact that my voice through Gwen, the things that I write for Gwen, or I approach from the standpoint of, is this good stuff? Is this a good situation for any character? I feel like the minute that I tried to start writing the book from the point of view and pretending like I know what a young woman goes through is the day that I need to quit. I think as a writer, the job is to ask questions. And so what I try to do is ask good questions and seek the answers, or seek the answers. And if you ask the right questions, you'll just you find more questions. So I don't know what it's like to be a young woman any more than I know what it's like to be a cop. Right. But I write both characters. Sure. And so I try to approach writing both those characters equally. I don't try to act like I'm an expert about it. I try to find the humanity in the characters. And I'm just very fortunate that when you do invert the gender politic of it, a lot of more interesting questions come to the surface, or questions that haven't quite been asked yet. Okay. En fait, quand j'écris, quel que soit le personnage que j'écrive, le moment où en fait j'essaye d'écrire un Spider-Gwen
en prétendant que je peux avoir le point de vue d'une jeune femme, bah, c'est le jour où je ferais mieux d'arrêter directement les comics, c'est pas la peine. Donc en fait, c'est qu'il s'agisse d'une jeune femme ou qu'il s'agisse d'un policier, et je ne suis ni l'un ni l'autre, j'essaye simplement de rechercher l'humanité dans ces personnages et de trouver une sorte de véracité, une authenticité à leurs actions, à leurs émotions, à leurs réponses. Et ce qui est intéressant dans le travail du scénariste, c'est en fait de poser des questions, de soulever des questions auxquelles je tente de répondre avec le plus de, voilà, d'honnêteté intellectuelle possible. Et ce qui effectivement est intéressant, en tout cas dans le fait d'inverser les genres par rapport voilà, aux super-héros traditionnels, c'est que ça soulève de nouvelles questions ou des questions qui n'ont pas encore été posées, donc c'est un terrain neuf et c'est ça qui m'intéresse, ça m'intéresse de le défricher. Mais voilà, je ne me situe pas d'un point de vue différent. J'écris tous mes personnages avec en prenant garde à ce qu'ils expriment la même véracité. Finalement, on parlait tout à l'heure de la stratégie qui correspondait à démarrer dans les indés, partir chez les grands éditeurs tels que DC ou Marvel et revenir faire sa série à succès chez Image. Ben, finalement, c'est la stratégie qu'il a appliquée jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'il est satisfait du résultat? Oh, yeah, you were evoking earlier the strategy that you followed of doing a first creator-owned book with an indie comic company or with Image, then moving on to Marvel, and then going back to Image to do another creator-owned, which would be commercially more interesting. And finally, actually, it seems that you've applied this strategy to this day, and are you satisfied with it? It's very easy to once everything works out, it's very easy to look back and say, "Yeah, I always knew that it was going to work out." But no, I had no idea that it was going to work out. It just got very lucky in a lot of ways. But I do think that I never. The one thing that I learned very early was when I was frustrated very early on with like trying to form a career. The one thing that when I looked in the mirror, I realized is that if I have a relationship with the work that I'm doing, like a real relationship where I try to learn from what I'm doing, then it will be much easier to bear failure and success, because it means that I'm only a small part of the equation, that I'm only part of of what's actually happening. So, I definitely I try to make chess moves, but every move that I've ever made has led to something unexpected happening, and some of it is just knowing like when something is present, And when I was young, I think a lot of times because I didn't have my relationship to my work or my inner sort of emotional maturity was lacking, I didn't know how to recognize when there was an opportunity present or when I should take an avenue. And I think that in forming a real relationship with my work, I learned how to become more at ease when looking at like my career. Okay. En fait, ça serait facile de dire une fois que ça y est, on a réussi, de se dire bah oui, j'ai suivi une stratégie depuis le début et je savais que ça allait marcher, que ça allait être un succès. Bah, en fait, non, j'en savais rien. Et en réalité, c'est une question d'avoir de la relation que vous avez avec votre travail. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être un manque de maturité émotionnelle, forcément de pratique professionnelle également, qui faisait que je ne ressentais pas forcément les mêmes opportunités à saisir, je ne les saisissais pas, donc forcément j'étais un peu comme un joueur d'échecs où j'essayais de bouger les pièces. Et très souvent, dès que je faisais ça,
tout d'un coup, il y avait quelque chose d'inattendu qui surgissait, et donc ça c'est pas du tout, ça n'a pas suivi une stratégie aussi linéaire et aussi exacte depuis le départ. Après, c'est quand vous avez ce type de relation avec votre travail, qui a une sorte d'implication à la fois narrative, émotionnelle, euh, très personnelle finalement, hein. Bon, là j'interprète un peu sur ce qu'il est en train de dire, mais je pense que c'est, quand tu me comprends, c'est exact. Donc ça vous permet effectivement de faire les bons choix et d'assumer d'ailleurs beaucoup mieux euh, le succès comme les échecs. Voilà, au sens voilà, de rater, quoi. Et donc ça, voilà, c'est simplement une question de développer ça au long de sa carrière en essayant encore une fois d'avoir une approche la plus authentique et personnelle possible avec son travail. Moi, je pourrais discuter avec lui encore 1 ou 2 heures, mais je ne vais pas voler la parole non plus. Si certains d'entre vous avaient quelques questions à lui poser sur son travail de dessinateur ou de scénariste, ou en général sur la vie, je ne sais pas, sur sa philosophie, s'il y a des gens qui ont des choses à lui poser. Une petite question. Euh, Est-ce que c'est facile de switcher de Spider-Gwen à Southern Bastard? Est-ce que tu as besoin de t'enfermer dans une salle noire pendant des jours I think I know pour this t'en mettre dans question. l'ambiance ou You c'est got that one? instinctif? So the question is it Is it easy hard to to switch switch back and from forth? Spider-Man? And do you need to sort of, for Southern Bastard, to lock yourself in a dark cellar and get into the Yes. mood? Lots of Jack Daniels. No, very fortunately, the funny thing about Spider-Gwen is that there's a perception that it's this silly comic that has like a Hamburglar character as a villain and is bright and poppy, but it is in some ways a crime fiction story because it's about like a young girl who kills her best friend on accident and then is lying to her father who's a policeman. So there's some commonality there, and it's enough commonality that like if I'm working on Southern Bastards, if I worked on football murder comic all the time, I would be a very unhappy person. And if I worked on bright poppy superhero comic all the time, it would be like a diet of cotton candy. Oh, God. So the two things kind of keep me sane. It's a good balance. Bon, en fait, ça Sane. ça forme un bon équilibre en fait, parce que bien que Spider-Gwen passe pour être le comic book de super-héros un peu pop, un peu fun, un peu léger, ben, en fait c'est une histoire criminelle d'une héroïne qui tue sa meilleure amie par accident, qui le cache à son père, donc voilà, il y a un côté polar noir qui est quand même très présent et qui fait que c'est quand même, il y a un point commun, il y a une passerelle avec Southern Bastards. Et en fait, sur la manière c'est l'équilibre qui me permet vraiment d'être sain, entre guillemets, d'esprit. C'est-à-dire que si je ne faisais que des meurtres dans le milieu du football américain, bah, je serais un mec très malheureux. Si je ne faisais que du pop avec des héroïnes, etc., je serais très malheureux. Donc passer de l'un à l'autre, en fait, ça me donne tout un prisme et super intéressant de travail voilà, qui me satisfait en ce moment. Donc en fait, non, c'est pas si difficile que ça de passer de l'un à l'autre pour répondre à la question. Je vais peut-être rebondir. En fait, il parlait tout à l'heure de musique. Et est-ce qu'il joue aussi sur la musicalité? Est-ce qu'il a des playlists différentes quand il travaille sur des séries différentes? Do you have, since you're into music, do you have different playlists when you work on Southern Bastards? Or I can't listen to music and write Gwen. So I did make a playlist for a music website for that. It's probably very easy to find on Yeah. Google. And Southern Bastards is obviously lots of modern alt country, singer storyteller kind of stuff, and outlaw seven like Willie Nelson, Kip Chris Christopherson, Waylon Jennings, and Johnny Cash and stuff like that. Bah oui, bah sur Southern Bastards, bah voilà, Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson, c'est voilà du country ou voilà, bien dur comme il faut, avec aussi une version plus moderne. Donc là, ça va un peu plus de soi.
Pour Spider-Gwen, en fait, je suis pas capable d'écouter de la musique et d'écrire en même temps, même si j'ai écrit une playlist pour contrôler. Bah, effectivement, c'est assez intéressant sur le web. Secret ingredient to Spider-Gwen is rap music. Voilà. Donc voilà. Et du coup, oui, donc sur Soundmaster, c'est presque plus logique. Je sais pas si, enfin, pour ceux qui l'ont lu, on entend quasiment de la musique quand on lit. Hein. Enfin bon, ça c'est peut-être moins. Mais en tout cas, c'est. Tant que tu n'entends pas des voix qui te parlent des Champs-Élysées dans le Nord de France. D'autres questions peut-être? Moi, j'en ai une, si sauf si. The fact that you're both a writer and an artist, and that you're working, for example, with Jason Aaron, who also I think does both. If I'm not. No, he doesn't draw. He doesn't draw at all. Okay, well. I wish he drew. It'd be very Really? funny. Okay, be fun. So, but let's say that the fact that you does that make a difference? That the fact that you're both writers. How does the writing? Do you do this? Do you write it in common, or how does it work in the writing part? Yeah, we were very collaborative on the story. Jason is a fantastic writer, but he's been very gracious in allowing me to have a hand in helping to craft the story. So our process is usually that like we get on the telephone or in person over, beer or something, and sort of figure out the large strokes of where we want to go and talk about our characters. And then he goes off and scripts, Right. and then comes back, and I will, do layouts that he's then free to look at, and he gives me the freedom to have authorship to sort of move things around, but he also has sort of a check and balance, so it's very collaborative. That's And pretty good, and in the third volume, there's a chapter that I wrote by myself, and we have a different artist, and we'll occasionally do that. Oh. And there may even be some chapters in the future where Jason works with another artist, or I do a whole story by myself, like top to bottom. Ok. Donc, en fait, je posais la question sur le fait qu'il soit deux scénaristes, comment ça fonctionnait. En plus, par contre, je faisais une erreur, je croyais que Jason Aaron avait dessiné aussi. Il me semble me rappeler d'un truc, mais cela dit, bon, on verra bien. Mais d'après lui, non. Et donc, comment ça fonctionnait? En fait, leur processus de travail, c'est qu'ils s'appellent au téléphone, ou ils se retrouvent autour d'une bière, ce qui aide forcément, et donc vont débattre pendant un moment, plusieurs heures, de là où ils veulent aller, ce qu'ils vont faire de leur personnage, comment ça va fonctionner. Ensuite, Jason Aaron, qui est un scénariste remarquable, donc, repart écrire son script et donc lui envoie. Et il a une certaine générosité dans le sens où voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, il se considère comme co-auteur. Et donc moi je vais lui renvoyer des pages de layout, des compos, des mises en page, pardon, commence à fatiguer, des mises en page sur lesquelles il va donner son avis. Donc c'est vraiment extrêmement, c'est une véritable, authentique collaboration. Et c'est ça qui donne la voix très, très personnelle au comic. Dernière occasion de poser une question. Ouais. Allez, peut-être deux si on arrive à faire du temps, mais après il faudra le libérer parce qu'il y a une autre intervention derrière. Moi j'ai une question qui rejoint la vôtre en fait, étant donné qu'il est scénariste et dessinateur, est-ce qu'il est facile quand il écrit pour quelqu'un d'autre de lâcher l'aspect visuel, lâcher les rênes à quelqu'un d'autre en fait. Oui, parce qu'en plus j'ai oublié de traduire une partie de sa réponse, qui est en fait que dans le troisième opus, donc ils vont, en fait il y a un épisode que lui écrit intégralement avec un autre dessinateur, et après il va y avoir aussi un peu plus tard Jason Aaron qui va collaborer avec d'autres dessinateurs, et ils vont essayer de faire ça de temps en temps. Voilà, voilà, excusez-moi. So yeah, the question was that being a writer and an artist, is it easy for you at one point to just put yourself to, once you and other Jason have decided where you're going and that you receive the script, is it easy for you to forget the writing part of it, or just to draw? I suppose not, because the storytelling, but anyway. It's not an on-off switch. It's not
it's not a one state of being or another. It's very much about always sort of staying in this like sort of third mode, which is I think very appropriate to comics, because comics function best, I think, when the words and the pictures can't function without one another. And so the headspace that I try to get in is one where I can let go. I can trust Jason fully to do his job, and sort of yet at the same time have the freedom to do mine. And that doesn't require me to like sort of like backseat drive. Ok. I mean, it doesn't. Fortunately, we just don't ever run into that very often. En fait, c'est pas un interrupteur on-off, voilà. Ce qu'il y a, c'est que il y a une confiance mutuelle déjà avec Jason Aaron qui fait que lorsqu'il part écrire son scénario, qu'il me l'envoie, moi je lui fais confiance pour faire son boulot, et que moi je reçois le script, donc j'essaie, je dessine, je fais le découpage, je le dessine, mais sans pour autant perdre de vue le fait que je sois aussi scénariste ou autre. Et en fait, j'arrive dans cette espèce de troisième zone où je suis au service de l'histoire, et où voilà, simplement j'essaie de la faire aboutir le mieux possible. Et donc c'est pas le comics qui fonctionne le mieux, c'est celui où l'image et le texte sont inséparables, ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Donc quand on arrive là, voilà, dans cet état d'esprit, qu'on va arriver sur ce résultat-là, ça fonctionne. Et nous, notre collaboration était idéale à ce moment-là. On n'est jamais arrivé dans un type de situation conflictuelle où on se dise, voilà. A collaboration is like a marriage. But right now, we have a happy marriage. Donc voilà, la collaboration est comme un mariage, et en ce moment, le mariage est heureux. Donc, La question du gong, ça va être. Oui, c'est donc par rapport à Spider-Gwen, il a décidé plus ou moins de reprendre la mythologie Spider-Man, mais pourquoi avoir directement tué Peter Parker dedans? Okay, so about Spider-Gwen, what you said earlier on of retaking the whole Spider-Man mythology, you know, all these preset ideas that you challenge, etc. So why did you start off by killing Peter Parker? Because if Peter Parker was alive in the story, you would always think about it through what you already know about Peter. I didn't want Peter to compete with Gwen. I wanted it to be Gwen's story and not this other universe where you're always wondering when Peter is going to do this or do that. And Peter's gone. There's no Peter. Voilà, bah, en fait, simplement parce que Peter Parker, en plus, il y a une telle charge sur le personnage que forcément, s'il avait survécu, on serait attendu quand est-ce que va faire Peter dans ces, etc. Il y aurait eu une concurrence avec Gwen, et dès le début, je voulais que ce soit l'histoire de Gwen. Donc, existe Peter Parker pour que Gwen puisse réellement exister à plein, et que ce soit bien elle, l'héroïne de l'histoire. Ok. Quoi, dernière? Voilà, là, on va être obligé de relâcher parce qu'il faut qu'il aille à une autre animation d'ailleurs qui se déroule. Bon, donc où il va intervenir. Donc si vous courez derrière lui, vous pouvez avoir une seconde intervention. Je vais juste vous rappeler que Sultan Bastard donc est publié chez Urban, que Jason Latour va dédicacer encore jusqu'à, selon les horaires, jusqu'à la fin du week-end sur le stand Urban, que vous pouvez aussi retrouver sa production, par exemple, de dessinateur dans un album qui s'appelle Sledgehammer 44, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Delcourt, et que son Spider-Gwen, qui paraît chez Marvel aux États-Unis, est dispo chez Panini. Donc ces gens-là ont des stands sur le salon. Donc si vous voulez vous faire le tiercé gagnant Jason Latour, vous pouvez. Je vais peut-être vous demander de le remercier d'avoir pris le temps de subir nos questions, et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je précise aussi que moi qui suis particulièrement pénible et difficile sur le sujet, que la traduction de l'édition Urban est excellente.
c'était vraiment pas évident à faire, hein, c'est pas parce que bon, C'est la toi qui vie, l'as c'est fait? là. Mais non, c'est pas moi qui l'ai fait, non, non, du tout. Mais j'aurais bien aimé, j'aurais adoré ça. Mais c'est vrai que non, c'est pas du tout évident pour qui connaît. Moi, je connais le Sud et c'est pas du tout évident de traduire ce qui est vraiment un style de vie, quoi. Donc, c'est vraiment super bien.